Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour des analyses du concours Écricom 2024. On va dans un premier temps analyser l'ESH avec deux correcteurs Écricom, peut-être des professeurs qui vont corriger cette année votre copie Écricom avec Thierry et Léo. On va ensuite se retrouver pour l'analyse de la géopolitique avec Bénédicte et enfin l'analyse des langues avec Aurélia, élevée en anglais et espagnol. On passe sans plus attendre à l'analyse et à la présentation de nos deux invités, Thierry et Léo, qu'on va accueillir dans un instant. Salut à tous les deux. Est-ce que Léo, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Dorian. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Léo Beding, professeur agrégé de sciences économiques et sociales et correcteur Écricom, du coup, pour ces deux sujets cette année. Thierry? Et bonjour à toutes et à tous, Thierry Goffinet, professeur de SH, également correcteur Écricom. Génial. Donc n'hésitez absolument pas à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur le chat, nous dire si vous identifiez un quelconque souci au niveau de la vidéo ou du son. N'hésitez absolument pas. Donc deux sujets pour Écricom, c'est assez classique jusqu'à là, il n'y a pas de débat. On a les deux sujets qui s'affichent actuellement à l'écran pour les candidats. Un sujet 1 qui portait sur la consommation, moteur principal de la croissance depuis le 19e siècle. Un sujet 2, faut-il lutter contre les délocalisations? Donc deux sujets sphère réelle, là où l'année dernière on avait Écricom qui nous avait proposé deux sujets de la sphère monétaire. Donc là on repasse du côté réel. À première vue, Thierry, qu'est-ce que tu penses de l'intitulé de ces deux sujets? Est-ce que tu as un intitulé voilà, que tu as trouvé, je dirais, un peu plus complexe, plus difficile, ou la manière dont ça a été posé? Les deux, une forme interrogative, les deux sur des thèmes complètement différents du programme et surtout de l'année dernière aussi par rapport au thème de l'année dernière. Après, la difficulté, bon, on en reparlera, mais bon, c'est la définition des termes en fait qui va déterminer. Pour le sujet 1, c'est la façon dont ben, vous, étudiantes et étudiants, vous allez faire le plan. Et le sujet 2, éviter ben, les hors-sujets sur la mondialisation, le libre-échange, le protectionnisme, voilà quoi. Mais je pense quand même que les intitulés sont bien cadrés. La partie du programme, les parties du programme qu'on peut identifier sont claires, nettes, précises. Déjà en introduction, les élèves peuvent déjà apporter, je pense, de gros points de bonus s'ils arrivent à bien cerner les sujets. Ok, impeccable. Léo, un élément à ajouter par rapport à ça? Ouais, pour ma part, la même analyse, donc avec une difficulté autour du terme de consommation, donc bien définir tous les mots qu'on peut rattacher à la consommation dans le sujet 1. Et le sujet 2, attention, terme de délocalisation qui a plusieurs sens et surtout qui ne doit pas être confondu, comme le disait Thierry, avec mondialisation ou avec désindustrialisation. Évidemment, ça a des liens. Mais il ne faut pas oublier que le terme qu'on a décidé de vous mettre dans le sujet était bien le terme de délocalisation et non pas un autre. Donc il fallait bien l'analyser. Et effectivement, comme tu le disais, Dorian, deux sujets, sphère réelle plutôt que sphère financière, ce qui généralement est plus apprécié de la part des candidats. Donc un opus écrit comme qui est plutôt plus facile que celui de l'année dernière. Ok, ouais, bah, même point de vue par rapport à ça. C'est vrai que l'année dernière, enfin, la sphère monétaire qui est généralement un peu plus technique, quoique là, on a un sujet 1 qui, mine de rien, est assez vicieux, je dirais, parce que il est quand même assez technique, hein, et je pense qu'il y a pas mal bah, de graphiques ou même de relations mathématiques qu'il fallait évoquer. On va y revenir justement ici. Et c'est vrai que l'analyse elle est hyper intéressante à deux égards ici. Et pourquoi on fait cette analyse-là aussi, un peu disclaimer. La première, c'est parce que bah, vous avez des correcteurs, donc vous avez clairement, en fait, je dirais, bah, les attentes pour les concours qui vont être présentés ici, parce que c'est ces personnes-là qui vont avoir les copies entre les mains, donc parmi tant d'autres bien évidemment. Et après, pour vous préparer également aux deux grosses épreuves de SH qui vont arriver la semaine prochaine au moment de la BCE, avec le SH ESSEC HEC et le SCP Schema, on va se pencher sur le sujet 1, messieurs, la consommation, moteur principal de la croissance depuis le 19e siècle. Thierry, comment tu analyses déjà les principaux termes du sujet qui est tombé à écrit comme? Alors, je rappelle déjà à toutes les candidates et tous les candidats qu'on attend une définition claire, précise, mais qu'on attend aussi, si possible, des instruments de mesure. C'est bien marqué dans le programme officiel, hein, la mesure des phénomènes est vraiment importante depuis la nouvelle réforme. Moi, j'attendais vraiment ce qu'on attendait vraiment en tant que correcteur, c'est la définition comptabilité nationale de la consommation, consommation finale des ménages. Voilà, la croissance économique, croissance effective, croissance potentielle, bref, je crois qu'on pouvait cerner aussi un petit peu tous ces éléments-là, mais j'insiste vraiment, moi, sur les parties de programme de première année qui semblent un peu futiles pour les étudiants, parce que, bon, on vient du lycée, c'est des définitions, bon, on n'en aura pas besoin. Maintenant, j'allais même dire qu'il faut rentabiliser votre cours de première année sur la comptabilité nationale.
Et pour le coup, là, c'est assez important, justement, Léo. Donc là, on a la définition de Léo, analyse complète d'ailleurs, qui est disponible sur Mister Prépa, très exhaustive. Et encore bravo, Léo, pour ce superbe travail. Justement, Léo, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la définition que tu as choisie et les différentes analyses en fait sous-jacentes, pardon, je dirais, de la consommation, parce que on nous parle de la consommation, mais de quelle consommation finalement? Euh, alors, la première définition qu'on donne, effectivement, comme disait Thierry tout à l'heure, c'était celle de consommation finale des ménages, donc la plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire l'achat d'un bien ou d'un service dans le but de satisfaire un besoin ou un désir de la part d'un ménage. On peut aussi l'entendre comme consommation intermédiaire des entreprises. Et attention, quand on parle d'entreprise ou qu'on parle de l'État, à pas confondre consommation et investissement. Je pense que c'est aussi une erreur qu'il ne faut pas du tout commettre en tant que candidat. C'est pour ça que, par exemple, ce que je disais dans l'analyse, en fait, ceux qui vont parler beaucoup du multiplicateur keynésien, faire très attention parce qu'on ne parle pas vraiment tout le temps de consommation, mais plutôt d'un multiplicateur d'investissement. Donc c'est vrai que c'est une confusion, ça qui arrive souvent chez les étudiants. Et ensuite, essayer de jouer avec ce terme de consommation. Donc consommation finale, consommation intermédiaire. Moi, j'ai aussi pas mal appuyé sur l'anticipation de consommation. C'est-à-dire que pour moi, dans l'analyse, le principal facteur de croissance économique, ce n'est pas forcément la consommation en tant que telle, mais c'est la consommation en tant qu'anticipation. C'est-à-dire le fait d'anticiper une consommation fait qu'on va investir, fait qu'on veut innover, et donc ça va créer de la croissance économique. Et dernière chose que l'on pourrait dire, c'est l'idéologie autour de la consommation, cette fameuse société de consommation, à quel point en fait la croissance économique n'est pas basée sur l'idéologie de consommer pour consommer. Ça peut être une dernière vision du terme de consommation avec tout ce qui est la société de consommation de Jean Baudrillard, les travaux de Daniel Cohen sur l'idéologie de la croissance, la religion de la croissance. Voilà, donc on pouvait aussi parler élargir jusque-là le sujet. Ok, hyper intéressant. Donc ensuite, on s'attarde sur bah, donc la consommation, virgule, moteur principal, pardon. Et justement ici, qu'est-ce qu'il fallait bien analyser dans ce terme moteur principal, sachant que ce qui est intéressant, et moi dès que j'ai vu le sujet première vue, je me suis dit c'est hyper cool parce qu'on va pouvoir faire des jeux de mots avec bah, moteur principal et finalement se poser la question finalement du frein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être un frein et en quoi la consommation peut être un frein aussi à la croissance? Et justement, comment on analyse ce terme moteur principal, en fait, finalement, qui vient faire le lien entre les deux termes clés du sujet, la consommation et la croissance, Thierry? Alors, déjà pour la consommation, effectivement, pour voir un peu son moteur essentiel, je pense que les étudiants, on attendait des étudiants quelques données factuelles, notamment le poids de la consommation dans le PIB aujourd'hui. Donc, de nouveau, essentiellement le programme de première année. Et ensuite, le moteur principal de croissance, je pense que ben, Léo l'a très bien dit, quoi, le lien qu'on pouvait faire en fait avec les autres éléments de la demande globale. Donc, éviter un plan de type grand 1, la consommation est importante, et grand 2, il y a toutes les autres composantes qui peuvent jouer, mais sans faire le lien avec leur consommation. Moi, je pense qu'on pouvait partir, moteur principal de la croissance, pour faire le lien avec l'investissement, utiliser tout le modèle accélérateur, multiplicateur, évoquer l'oscillateur. Moi, je serais déjà, oui, peut-être rentré dans le sujet à partir de là pour montrer que la consommation en tant que telle, elle est importante, ok, mais surtout, elle est importante par rapport à l'effet qu'elle va avoir sur l'investissement, qui lui-même peut avoir un retour sur la consommation, etc., la croissance économique. Donc, je pense que ça, déjà, ça permettait en plus d'introduire des formalisations, oscillateurs, multiplicateurs, accélérateurs. Ça permettait déjà d'avoir un cadre, je dirais, entre guillemets, scientifique pour bien analyser le lien entre consommation, croissance et les autres déterminants de la demande globale. Hyper clair. Ça nous amène du coup ensuite vers la croissance. Donc bon, ça va. J'ai envie de dire c'est le b.a.-ba de tout prépa et quand même bien le définir, c'est quand même important ici. Et après, il y avait aussi un jeu de distinction qui était assez intéressant sur la croissance. On parle de croissance effective, de croissance potentielle, de quel type de croissance. Bon, encore une fois, ici on parle de la croissance économique. Il n'y a pas de débat. Il fallait absolument pas, évidemment, parler de la croissance démographique ou autre. Je pense que c'était quand même un peu dommage de tomber dans ce piège-là. Et c'est vrai que bah, il y a déjà eu plein de sujets qui avaient uniquement cet intitulé-là, et il fallait bien évidemment ici le définir au terme, enfin je dirais au sens de croissance économique. Toi, Léo, tu as défini selon Kuznets, bien évidemment. Il n'y a pas une bonne définition de la croissance, que ce soit Pérou, Kuznets ou autre. Justement, Léo, pour pousser un petit peu ce débat au niveau de la croissance, quelle omission enfin quelle erreur il fallait pas faire finalement dans la définition de la croissance et quel élément il fallait tirer pour finalement arriver à problématiser ce sujet. Bon, en fait, là, à part ne pas la définir, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur fondamentale sur la définition de croissance économique. Ça me paraît tellement basique que je ne vois pas tellement d'erreurs
type. Après, il y a évidemment celle de Pérou qui marche très bien, la définition de François Pérou, l'augmentation d'un indicateur de référence, etc. Moi, ça me convient tout à fait en tant que correcteur. J'ai une préférence pour celle de Kuznets. Pourquoi? Parce qu'on fait apparaître des facteurs de croissance en fait à l'intérieur de la définition. Donc, pour ceux qui ont l'analyse devant les yeux, vous voyez qu'on parle de certaines institutions, on parle du progrès technique. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà à avoir des éléments de plan, puisque quand on parle de progrès technique, en fait, on va avoir cet argument que nommait Thierry juste avant de s'il y a de la consommation, on va avoir envie d'innover pour aller capter ce marché et capter cette consommation. Et donc, en fait, on va essayer d'avoir du progrès technique pour, au final, aller capter un marché, en fait. Et donc, vous voyez que là, juste à partir d'une définition, c'est pas seulement donner une définition pour la donner, mais c'est donner une définition pour s'aider ensuite dans le plan, en fait. Et c'est pour ça que je préfère cette définition de la croissance économique que celle de Pérou, qui parfois paraît assez tautologique. Voilà. Et, Tu rejoins l'idée de ton côté, Thierry Oui, moi, pardon, hein, mais je ne suis pas très fanat de la définition de François Pérou sur la croissance parce que c'est tautologique dans le sens où il dit que la croissance, c'est quelque chose qui croît, du verbe croître. Donc, force, voilà, donc je trouve que je préfère sa définition du développement qui est quand même beaucoup plus complète. Donc, voilà. Mais effectivement, je rejoins Léo et là, effectivement, moi, enfin, j'attends. Je vais pas attendre ça parce que on peut le dire comme l'a dit Léo, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que entrer dans un cadre schumpeterien ou néo-schumpeterien, justement, pour ouais. montrer que la consommation, c'est un espoir de marché plus étendu. Donc, ça permet d'avoir des économies d'échelle. Donc, ça va rentabiliser des efforts de recherche et développement importants. Donc, si les entreprises savent que la croissance économique, enfin la consommation est importante, ça veut dire que la taille du marché est importante, donc on peut faire de l'A&D, donc on rentre dans les modèles de croissance endogène. Attention à ne pas citer un cours sur le modèle de croissance endogène, mais voilà, paradigme schumpeterien, néo-schumpeterien, je pense à Lyon, hein, par exemple, et Peter Howitt, mais justement le lier, comme tu l'as fait Léo, entre consommation et croissance potentielle, parce que je pense que beaucoup d'étudiants sont peut-être restés sur croissance effective, demande globale, mais il fallait peut-être bien le lier à la croissance potentielle, c'est clair. et surtout qu'encore une fois, ici, on avait une profondeur historique dans le sujet. On le reprend sous les yeux. Il y avait bien forcément depuis le 19e siècle. Bon, j'ai envie de dire, tous les sujets, hormis si on précise depuis le 20e siècle, auquel cas il faut omettre le 19e siècle. S'il n'est pas stipulé, il faut quand même en parler, parce qu'il y a toujours cette profondeur. Et encore une fois, ici, on a le sujet sous les yeux. Économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Donc, la partie histoire, et on va en parler après dans ce sujet 2, elle n'est pas présente, bien évidemment, qu'il fallait avoir une profondeur historique et s'amuser avec ça. Et justement, donc depuis le 19e siècle, donc perspective historique assez large, on a l'habitude, c'est un cadre forcément ici qui nous amène à la révolution industrielle. Léo, tu l'as reprécisé, le 19e siècle il démarre en 1801, c'est quand même bête, mais mine de rien, c'est l'âge finalement un petit peu de la première révolution industrielle en fait. Ah non, Ouais, oui, c'est à la fin du 18e, pardon, c'est ça, oui. cheval en fait, quoi. Voilà, c'est à cheval, mais moi je pars du principe qu'on la compte parce qu'on la voit au programme déjà, et qu'en plus, en fait, ses conséquences sont plutôt au 19e siècle, même si elle démarre dans le 18e. Donc, moi, en tout cas, en tant que correcteur, je ne serais pas forcément dur avec un élève qui me parle de la première révolution industrielle. Ok, hyper clair. Là, je vous pose une question toutes les deux, à tous les deux. J'ai un peu de mal, excusez-moi. Alors, on a bossé toute la journée. D'ailleurs, les étudiants, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à vos peut-être futurs correcteurs dans les commentaires. On leur pose en direct. Une question pour tous les deux en termes d'accroche. Est-ce que, il n'y a pas encore une fois de bonne accroche, ne vous inquiétez absolument pas. Juste des pistes ici au niveau d'accroche. Qu'est-ce qui vous semblerait pertinent? Je m'adresse à toi, Léo, étant donné que tu avais déjà un petit peu travaillé sur le sujet, et du coup après Thierry en complément en termes d'accroche pour attaquer ce sujet. Bon, après, une accroche, ça peut être très varié, hein. Ça peut être un fait historique, ça peut être un chiffre. Donc, par exemple, ce que disait Thierry tout à l'heure sur la consommation, le pourcentage que cela représente dans le PIB français ou espagnol ou que sais-je. Là, pour ma part, j'ai opté pour une référence plutôt théorique. Pourquoi? Parce que, en fait, ça, c'est un conseil aussi que je donne aux candidats. J'avais une idée que j'avais potentiellement du mal à caser, entre guillemets, dans mon plan, en fait. C'est-à-dire qu'elle était dans le sujet, mais j'ai du mal à la réunir avec une autre idée pour en faire une sous-partie. Et donc, si j'ai du mal à la réunir, ben, je préfère l'utiliser en accroche et donc, en fait, lancer le sujet comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Jean Baudrillard avec la société de consommation pour justement lier l'idéologie de la consommation avec la croissance économique. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a cette idéologie de consommer des choses tout le temps, de ne pas attendre que le bien soit périmé ou ne fonctionne plus pour reconsommer, qu'il y a de la croissance économique et qu'il y a toujours plus de production, en fait. Donc, c'est sur l'idéologie de la consommation que se base la religion de la croissance économique. C'est un peu le sens de l'œuvre de Baudrillard et c'est pour ça que je l'ai choisi en accroche, même si, encore une fois, c'est vraiment pas attendu.
Donc, c'est vraiment pas grave si on a fait bien autre chose en accroche, c'est même tout à fait valorisable. Toi, de ton côté, Thierry, une piste en termes d'accroche que tu aurais aimé avoir? Moi, c'est pour faire un peu lier, pour moi, un des cours les plus quand même importants en éco sur les 2 années, c'est les cours d'histoire de la pensée économique. Donc, Mm. moi, alors pour être de nouveau, hein, si les candidates et les candidats qui nous regardent nous disent: «Ah, j'ai pas fait ça», c'est pas grave, hein, il y a une pluralité, comme tu disais Léo, hein. Mais Mm. moi, j'aurais bien aimé avoir quelque chose, par exemple, sur la référence au débat sur les pourloses, notamment le débat Malthus, Sismondi, est-ce qu'il faut, vous voyez? Parce que comme tu disais, d'Orient sur cette dimension historique, je crois que c'est bien d'avoir les faits, tout ce qui est factuel, mais effectivement, quels étaient déjà en Les fait, pensées. le sujet, reportons-nous 200 ans en arrière et qu'en pensaient les économistes déjà. Et en fait, si vous montrez ce sujet à un Malthus, un Marx, un Sismondi par exemple, bah, il vous aurait dit que voilà, il y a du vouloir d'achat mais pas de pouvoir d'achat. Enfin, moi j'aurais bien peut-être voulu bien aimer une référence sur justement ces débats un petit peu au 19e siècle pour montrer que finalement les sujets, ils traversent les siècles, j'allais dire, et on se pose toujours les mêmes questions, quoi. Il n'y avait pas de message et pas de prépa à l'époque, malheureusement. Mais, mais pour le coup, les historiens de la pensée économique et les économistes de l'époque se posaient déjà un petit peu la question. Donc là, on va rentrer un petit peu plus, je dirais, dans le sujet. Encore une fois, des propositions de plans. Encore une fois, pareil, il n'y a pas de plan type. Il faut juste faire hyper attention à tomber sur leur sujet. Justement ici, quel était un petit peu le hors-sujet téléphoné que les étudiants auraient pu omettre avec cet intitulé sur la consommation, moteur principal de la croissance, Léo. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est mettre dans un panier tous les autres facteurs de la croissance économique en disant la consommation, certes, est un facteur, mais il y a plein d'autres facteurs qui existent et qui sont principaux par rapport à la consommation. Ça, c'est vraiment le hors-sujet qu'il fallait pas faire. Après, il me semble que c'est vraiment le plus gros piège. Parce qu'effectivement, c'est pas simple, hein. Quand on voit moteur principal, le principal nous dit ah, mais si c'est pas le moteur principal, est-ce que c'est un moteur secondaire et donc il y a d'autres moteurs principaux? C'est vrai que c'est pas évident à traiter pour un étudiant de prépa. Parfois, ça peut être déstabilisant le jour du concours avec le stress, mais à mon avis, c'était la principale erreur à ne pas faire pour le coup. Ouais. Et plutôt se demander est-ce que, et c'est ce que tu disais Dorian au début sur le jouer avec le champ lexical du moteur, est-ce que la consommation est un moteur, un frein? C'est un moteur à quoi? Est-ce que c'est pas un moteur plutôt des cycles économiques plutôt que de la croissance seule? Voilà, c'est plutôt, à mon avis, un dialogue effet positif et négatif de la consommation sur la croissance plutôt que est-ce que la consommation est un facteur de croissance plus que l'investissement, l'innovation, etc. Et Thierry, donc complète les éléments que Léo a dit si tu as d'autres éléments complémentaires. Et après, une question aussi pour toi, c'est finalement, est-ce qu'un étudiant qui ne va pas traiter la croissance au sens de croissance économique peut être sanctionné? Oui, 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 c'est clair, parce que la croissance, qu'est-ce qui croît, qu'est-ce qui augmente? Quand on met le mot croissance, en règle générale, un étudiant de prépa, c'est 2 années de prépa. Enfin, vous voyez, qu'on nous dise, ouais, mais croissance, il n'y a pas marqué économique derrière. En général, quand on parle de croissance, c'est croissance économique. Démographique, on parle toujours de croissance démographique, voilà quoi. Donc, qu'est-ce qui croît en règle générale? On utilise le PIB ou le PIB par habitant. Donc Ok. effectivement, les hors-sujets qu'on va vite détecter malheureusement, ce sont les étudiants qui font des problématiques de type la consommation n'est-elle qu'un des moteurs, n'y a-t-il pas d'autres moteurs? Mm. Et le plan va vite venir, le plan hors-sujet, on va vite le voir, hein. Si la consommation est importante, toutefois, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Ça, malheureusement, oui, c'est du hors-sujet, quoi. Justement, passons à une proposition de plan. Encore une fois, il n'y a pas de bon plan, juste des plans forcément qui passent un petit peu mieux. Et justement, Léo, tu nous as fait une proposition de plan. On affiche actuellement le plan de Léo et on le balaye. Donc, on a, au niveau de la première partie où toi, tu t'es plutôt orienté sur la consommation est un moteur de croissance économique. Certains, depuis la première révolution industrielle. Donc là, bien évidemment, prendre la perspective historique. Et là, ici, dès la première partie, tu prends le spectre assez large et tu affirmes que la consommation est un moteur de croissance économique. Est-ce que tu veux commenter cette première partie? Oui, alors, bon, pour les étudiants, très clairement, si on évite le verbiage qu'on est obligé d'avoir le jour d'une copie de concours, c'est clairement la partie oui du sujet, hein. Généralement, c'est qu'un plan facile pour les étudiants, c'est le oui mais, ça rassure tout le monde, etc. J'ai essayé de me mettre dans cette perspective-là pour essayer de donner une des copies de concours possibles, en fait. Donc, la première partie, c'est clairement le oui du sujet. Oui, la consommation est un moteur de la croissance économique depuis le 19e. Et à chaque fois, dans chaque sous-partie, en fait, j'ai vraiment essayé de jouer soit sur le terme de consommation, soit sur le terme de croissance, tout simplement. C'est pour ça que dans le premier argument, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la consommation anticipée, avec l'accélérateur en fait, de la demande d'Aftalion, de Clark, ça dépend, il y a deux versions, bon, c'est à peu près
C'est à peu près la même référence, c'est pas très grave d'avoir l'un ou l'autre. Mais donc l'idée, dans le premier argument, c'est clairement de dire que c'est parce que les entreprises en fait anticipent une demande importante de la part des ménages qu'elles vont investir et qu'elles vont potentiellement innover, ce qui va créer de la croissance économique. Donc ça part de l'accélérateur de la demande, mais en fait, dans une référence plus actuelle, j'ai parlé de Xavier Jaravel, qui est une référence intéressante, à mon avis, pour les étudiants cette année, dans son livre Marie Curie habite dans le Morbihan, qui dit qu'en fait, l'innovation, ça part d'un effet taille de marché. C'est-à-dire que plus un marché est important, plus l'entrepreneur va avoir envie de s'imposer sur ce marché, et donc plus il va être tenté d'innover et d'investir pour se faire une place sur ce marché-là. Donc en fait, c'est parce qu'il y a un marché qui est potentiellement attrayant qu'un entrepreneur va venir sur ce marché et innover. Donc en fait, la croissance, ne vient pas de la consommation en tant que telle, mais de cette consommation anticipée, cette presque en fait demande effective au sens de Keynes. Voilà. Ça, c'est le premier argument. En partant du principe, évidemment, on ne l'a pas rappelé, juste que le moteur de la croissance économique, c'est l'innovation, comme le disait Thierry au début, avec des auteurs comme Schumpeter ou Aguillon. Voilà, c'est le présupposé de cet argument-là. Ok, Thierry, tu valides? Oui, non, mais bien évidemment, je serais parti exactement de la même façon. Paradigme keynésien, paradigme schumpeterien, néo-schumpeterien, croissance effective, croissance potentielle. Je crois que là, on a déjà des bases. En plus, pour les étudiants, ça permet quand même d'utiliser les programmes des 2 années. Hein. Oui. Donc, ce qui est assez bien, et justement, on avait une question qui était intéressante qu'on prend en cours de Florent Benchaboun qui nous demande est-ce que les sujets, on peut les traiter en étant en première année? Donc Thierry, je m'adresse à toi sur les 2 sujets qui sont tombés du côté des CRICOM cette année. Sincèrement, je pense qu'un élève de première année peut déjà commencer, honnêtement, je pense qu'un élève de première année peut déjà commencer à bien, oui, rédiger. La croissance économique, c'est un thème de première année. La consommation, ça fait partie de la comptabilité nationale. On nous demande d'étudier consommation, investissement notamment. Il y a des éléments de deuxième année, effectivement, hein, que l'élève n'aura peut-être pas, certaines modélisations, voilà, mais je pense qu'un élève de première année, il peut déjà commencer à taper dedans et voir un peu que, en bossant sérieusement une première année, voilà, un sujet d'écrit comme est tout à fait accessible, oui. Donc une bonne chose. Le second sujet, pour le coup, portait quand même plus sur des thématiques de deuxième Oui, année, oui, avec non, là, c'est oui. forcément plus mondialisation, FTN et tout ce qui s'ensuit. Donc une deuxième partie, enfin une deuxième sous-partie pardon de Léo, qui portait ici sur la croissance endogène. Tu as déjà un petit peu évoqué l'élément tout à l'heure. Donc la consommation est une base d'un processus endogène. Du coup, Thierry, de ton côté, si tu veux plutôt axer le débat et ce que tu aurais avancé ici comme argument autour forcément du processus de croissance endogène. Après les modèles les modèles de croissance endogène, effectivement, bon, on les connaît un petit peu, hein, donc la consommation, l'effet, comme on dit tout à l'heure, hein, l'effet taille de marché, l'effet schumpeterien taille de marché, des consommateurs supplémentaires, donc pour les entreprises des recettes supplémentaires futures, voilà. C'est là peut-être aussi qu'on aurait, c'est là-dedans que j'aurais commencé, moi, à distiller quelques éléments pour montrer que la consommation est un moteur de croissance. Mais attention, si on a des bonnes institutions derrière et s'il y a notamment des institutions inclusives, au sens d'Acemoglu et Robinson, par exemple. Donc oui, la consommation est importante, comme le disait Léo. Hein. La consommation anticipée, la taille du marché, tout ce qu'on favorise, permet aux entrepreneurs de faire de la recherche-développement à condition que ces entrepreneurs aient accès au marché, libre entrée, puissent s'approprier les fruits de leur recherche-développement, etc. Sans entrer dans le détail, sans aller Ouais, dans bien leur sûr. sujet, bien évidemment, la croissance schumpeterienne, et puis voilà, j'essaie de rester quand même j'allais dire sur le fil du rasoir dans ce sujet, quoi, pour la référence à Magni- Rodemar, quoi. Arrête de marre, exactement. Magnifique. Léo, ça nous amène du coup vers la dernière sous-partie. Pareil, encore une fois ici, hein, il n'y a pas de plan type, c'est-à-dire que si vous avez fait un plan en 3-3, en 2-3, il y a pas, ou en 3-2, il n'y a pas de souci, encore une fois, il n'y a pas de code. Les correcteurs ici sont là et peuvent vous rassurer. Il n'y a pas du tout de grille en disant on va sanctionner ceux qui n'ont pas fait ça ou autre. Absolument pas. L'essence de la copie, c'est d'avoir, je dirais, quelque chose de cohérent tout au long, je dirais en fait de la copie. Léo, du coup, ça nous amène vers une partie C où tu as traité ici de la consommation externe. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'analyse du sujet, mais quand on parle de consommation, par exemple, de notre consommation. On ne consomme pas que des produits français. Donc c'est vrai que par exemple pour la Chine, il y a un enjeu à capter la consommation des ménages européens et américains pour se développer, pour avoir de la croissance économique. C'est pour ça qu'on parle de consommation externe ici, au sens de consommation dans un jeu qui est le commerce international. Ici, on pouvait mobiliser des éléments de macro comme l'équilibre emploi-ressources en économie ouverte, par exemple, pour montrer qu'effectivement, Y,
était bien égal, et là je pense qu'il y a une petite faute de frappe dans l'analyse, puisqu'il y a un plus, mais bon, c'est pas très grave, vous connaissez maintenant cet équilibre en part aux sources. Y est égal à C plus I plus X moins M dans une version simplifiée, c'est-à-dire que le PIB est égal à la consommation, mais aussi aux exportations. Donc c'est pour ça qu'il fallait, à mon avis, parler de ces exportations à un moment donné. Et donc là, j'ai appuyé ma réflexion sur la première révolution industrielle en disant que la croissance économique britannique, elle provient pas que de ça, évidemment, mais aussi du fait qu'on a des débouchés extérieurs au Royaume-Uni avec les colonies d'Amérique du Nord et l'Inde. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à écouler la production textile. Au XXe siècle, on retrouve ça avec le vol d'oie sauvage des pays asiatiques, en fait, qui se fondent vraiment sur la consommation des ménages externes pour se développer économiquement. On pense à la Corée du Sud, mais on pense aussi à la Chine, puisqu'on se rappelle que c'était l'atelier du monde dans les années 2000, et elles ont grâce à ça, pu impulser un processus de croissance économique. Alors, pour insérer une petite nuance, attention en fait à ce qu'on appelle la croissance extensive et intensive. C'est-à-dire que généralement, en fait, les pays en développement se basent sur la consommation extérieure dans une logique de croissance extensive. Et entre les deux, en fait, il y a ce qu'on appelle le tournant de Lewis. Et généralement, le tournant de Lewis implique une sorte de transformation de la consommation vers une consommation plus intérieure, en fait. Et c'est un débat qu'il y avait en Chine à une époque où on se demandait est-ce que la Chine va pouvoir passer ce tournant de Lewis parce qu'elle n'arrive pas à avoir une consommation intérieure assez forte du fait qu'il n'y ait pas du tout de protection sociale et que du coup les gens épargnent beaucoup pour se prémunir d'un accident, en fait. Voilà, donc on démarre un processus de croissance par la consommation extérieure et on le finit par la consommation intérieure, en fait. C'est ça J'ai été un petit peu long, excuse-moi, Dorian. Non, mais Mais c'est hyper intéressant. Au moins, ça permet aussi aux étudiants de voir le relief. C'est-à-dire qu'il y a la perspective historique, mais il y a aussi forcément la perspective, je dirais, un petit peu géographique, voire même géopolitique, partiellement à prendre en compte ici, avec forcément le fait d'être en économie ouverte. Thierry, ici, pour une première partie qui traite forcément ici, forcément, et qui va dans le sens du sujet, comme quoi la consommation est un moteur principal de la croissance. Quel modèle économique il faudrait mettre en place, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui serait attendu, sachant que les modèles, enfin les graphiques et les relations mathématiques sont valorisés. Qu'est-ce que tu verrais de bien, d'intéressant et qui peut être valorisé le jour de la correction? Moi, je pense, parce que si on fait référence effectivement, par exemple, à ce que vient de dire Léo, hein, moi j'aime bien raisonner par paradigme. Donc, on aurait évoqué le paradigme keynésien, le paradigme schumpeterien, léo-schumpeterien. Il y aurait le paradigme effectivement mercantiliste, capter la consommation étrangère, le rôle de la consommation étrangère. J'aurais joué peut-être sur, alors, ISLM, pourquoi, comment? ISLM parce que j'aurais repris effectivement la stratégie néo-mercantiliste allemande des années 2000, qui consistait à réduire les salaires, comprimer ses salaires, donc réduire sa consommation intérieure, mais pour pouvoir exporter beaucoup plus facilement, en plus dans une zone euro où il n'y a pas de taux de change. Donc gagner en compétitivité prix. Donc montrer, comme tu l'as dit très bien, dit Léo, effectivement que en fait la consommation, quelle consommation est source de croissance? Si on regarde l'Allemagne, c'est pas la consommation intérieure, ça a été la consommation extérieure. Donc c'est là que les candidats pouvaient partir sur alors ISLM avec des multiplicateurs, ceux qui connaissent très bien le multiplicateur avec notamment la propension à importer également, montrer que certaines relances ont été des échecs parce qu'il y a des fuites à l'extérieur. Bon, on pense tous à la relance Mauroy, voilà. Montrer ISLM dans un cadre ISLM aussi que la consommation effectivement intérieure, elle peut être comprimée, donc IS se déplace plutôt, on va dire, vers la gauche, et de montrer qu'en fait la consommation extérieure c'est XN, donc les exportations nettes, on peut faire aller la consommation IS vers le haut plutôt. Donc en fait l'effet sur le PIB va être ambigu en fonction de l'importance des deux effets. Ok, hyper clair. Avant d'attaquer la suite, une question de Mathéo en tombant sur un hors-sujet. Euh, enfin, quelle note on peut attendre si on fait un hors-sujet, donc on traite soit de la partie croissance démographique ou soit qu'on tombe finalement sur le plan consommation, oui, mais pas que, et on fait par exemple un listing. En fait, j'ai envie de dire, et après je vais laisser la parole au correcteur, ils seront mieux que moi, mais en fait, ça va dépendre aussi grossièrement en fait du paquet de copies. C'est-à-dire que si beaucoup d'étudiants ont fait une erreur assez similaire, en fait, il faut voir qui est le moins pire. Finalement, un peu un principe d'avantage comparatif, qui est le moins pire ici, en fait, dans le paquet de copies. Malheureusement, en termes de sanctions, je sais pas, ça peut aller de 4 à 7, 8, ça dépend de la manière. Je sais pas, monsieur les correcteurs, est-ce que vous avez une idée approximative? Ouais.
Moi, j'allais dire un hors-sujet où l'étudiant ne fait plus vraiment le lien avec la consommation, parce que le hors-sujet dont cet étudiant parle, il peut très bien parler de l'investissement, mais sans s'en rendre compte, parler quand même de la consommation. Il a fait un hors-sujet, mais on va l'excuser. Un hors-sujet excusable, c'est 7-8. Un hors-sujet non excusable, c'est 4-5, malheureusement, quoi. Ok, Ouais, bah, c'est ça. Il me semble qu'en fait, les barèmes écrits comme chaque année dans les rapports de jury sont à peu près C'est ça. disponibles et que de 0 à 7, en fait, c'est un hors-sujet total. Mm. Mais de ce dont parle l'étudiant, c'est pas forcément hors-sujet, c'est peut-être un argument qui est hors-sujet, mais peut-être pas tout le développement. Voilà. Donc en fait, on pourrait peut-être trouver un 9-10 à un étudiant qui, par moment, est hors-sujet, mais par moment, a des arguments qui sont percutants pour traiter le sujet, quoi. Oui. ok, bah, j'espère que ça te rassure, Mathéo, et aussi les étudiants qui nous regardent avec un chiffre qui est en croissance. Et merci à tous bah, pour le soutien. On espère être hyper utile pour vous. On arrive donc du coup ensuite ici sur bah, finalement l'aspect un petit peu paradoxal du sujet, avec finalement cette deuxième partie. Et après, on va ouvrir le sujet. On va essayer d'être un peu plus exhaustif pour traiter le sujet sur la délocalisation qui est assez demandé. Justement, donc deuxième partie ici de Léo qui s'affiche à l'écran. Mais ce n'est pas toujours le cas dans l'histoire économique, car donc la consommation est aussi concomitante à certaines crises et des périodes de remise en question finalement de la croissance. Donc là, vous voyez finalement ici qu'on reste encore dans le sujet, la manière dont ça a été posé, donc subtil, bien évidemment, classique, mais ça nous permet vraiment de rester dans le sujet avec encore une fois ici une énumération, ben, encore une fois des termes du sujet, on les reprend, on parle de l'histoire économique pour montrer la perspective du 19e siècle, on parle de la consommation parce que c'est le cœur finalement de ce sujet 1, et on reparle également ici de la croissance. Léo, si tu veux juste bah, introduire ta deuxième partie. Bah, juste pour la résumer très rapidement, les trois arguments. Le premier, en fait, on va parler des crises. C'est-à-dire que la consommation, quand elle est mal anticipée, en fait, on reprend le premier argument dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les anticipations des entreprises. En fait, on se rend compte que quand c'est mal anticipé, ben, ça va avoir pour conséquence une crise. Il ne faut pas oublier que le modèle de l'accélérateur d'Aftalion, ben, en fait, dans certaines situations, Aftalion dit très bien que l'accélérateur peut mener à une situation de crise de surproduction. Donc ça, c'est un premier cas. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est bulle spéculative. On peut se resservir à ce que j'ai fait dans le corrigé de Minsky, qui montre très bien qu'en fait, les anticipations de profit des investisseurs ne sont pas forcément rationnelles et qu'au final, en fait, on a des processus de bulles spéculatives qui se créent justement parce qu'on anticipe un profit important. Et donc là, j'ai pris l'exemple de la bulle Internet pour dire qu'en fait, ceux qui ont investi massivement dans cette bulle-là, c'est ceux qui se sont dit, ces projets-là vont potentiellement trouver preneur. Et donc, ça veut dire que des gens vont consommer les biens ou les services de ces projets-là. Donc, en fait, c'est la consommation qui est mal anticipée. Donc, dans le grand 1, elle est bien anticipée, donc c'est bien, ça crée de l'innovation. Dans le grand 2, elle est mal anticipée, donc ça peut créer surproduction et bulle spéculative. Voilà, ça, c'est le premier argument. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne tout de Si, si, suite. tu peux bien sûr, vas-y. Le deuxième argument, il est plus en rapport avec la stagnation séculaire, c'est-à-dire qu'on remarque qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est toujours consumériste, et pourtant, on nous dit qu'on est plongé dans une ère de la stagnation séculaire. Alors, comment ça se fait, en fait? C'est-à-dire que là, on voit très bien que la consommation n'est plus le moteur de la croissance parce qu'on a beaucoup de consommation et on a peu de croissance. Et donc là, on en revient à ce qu'on appelle le paradoxe de Solow en économie, hein, c'est-à-dire que quand vous avez des biens que vous consommez de manière quasiment gratuite, j'ai pris l'exemple des photographies aujourd'hui. Pour faire une photo, vous prenez votre téléphone, ça vous coûte 0 centime et vous avez une photo qui est prête à consommer, entre guillemets. Alors qu'avant, il fallait avoir un Polaroid, développer vos photos et ça vous coûtait de l'argent. Et donc, en fait, vous voyez que la consommation, elle est plus prise en compte réellement dans le PIB à l'heure du numérique parce qu'on est arrivé dans ce qu'on appelle, de ce que Rifkin appelle une société du coût marginal zéro. C'est-à-dire que si les biens coûtent rien, ils coûtent rien à consommer et donc, en fait, c'est pas pris assez en compte dans le PIB. C'était l'avis notamment de Haguillon, dont on a parlé en première partie. Et pour terminer, l'argument qui, à mon avis, n'est pas nécessaire, donc là, c'est vraiment si les candidats ne l'ont pas, c'est pas grave du tout, mais c'est remettre en perspective par rapport à l'environnement, puisqu'on parle beaucoup aussi de croissance verte, c'est de dire qu'en fait, la consommation d'hier est passée par la consommation d'intermédiaires de consommation intermédiaire pardon, de pétrole, de charbon, donc d'énergie fossile. Et donc, en fait, la consommation d'hier met en danger la croissance d'aujourd'hui parce qu'elle est plus soutenable. Et donc, selon des théoriciens de la décroissance comme Timothée Parikh, par exemple, il faudrait arrêter la croissance économique parce que justement, hier, on a trop consommé et ça pollue trop, en fait. Donc, au final, c'est la consommation d'hier qui met en danger la croissance d'aujourd'hui parce qu'elle n'est plus soutenable. Voilà. C'est le résumé de la deuxième partie, on a un peu Non, mais accéléré. qui est hyper clair. Un mot pour conclure ce sujet sur la consommation de ton côté, Thierry. Oui, moi je peux aller que dans le sens de Léo, effectivement, hein, l'idée de dire qu'une consommation, notamment soutenue à crédit, elle n'est pas source de croissance parce qu'à un moment donné, il y a des bulles. 2008 nous l'a très bien montré, hein, donc voilà. Juste pour ceux vraiment, les étudiants qui étaient vraiment à l'aise, enfin,
pour moi, il y avait, si on voulait vraiment mêler perspective historique et analyse économique, la théorie de la régulation. Je suis fan des régulationnistes, hein, donc forcément, voilà. Mais j'avoue que la théorie de la régulation, pour montrer, oui, effectivement, que la consommation, en fonction des formes institutionnelles, du mode de régulation dans lequel on est, la consommation va être essentielle. Donc, les étudiants, pour moi, qui auront mis effectivement la théorie de la régulation, qui auront réussi à bien développer ça, bien détailler, je pense que là, il y a une perspective historique, économique, en plus institutionnaliste, hein, d'une certaine façon, qui est assez intéressante, oui.